Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. J'avais envie de vous parler de cancer parce qu'on le sait, c'est un véritable fléau. On dit qu'au cours de notre vie, il y a à peu près la moitié des Québécois qui vont être sujets à un ou autre type de cancer. Évidemment, les cancers ne sont pas tous mortels, mais disons que c'est le genre de nouvelles qu'on n'aime pas recevoir. Et celui dont on parle peu, c'est le cancer du poumon. Et j'y pensais dernièrement parce que vous avez vu ce fameux recours collectif où finalement, après des années, plus de 20 ans de lutte, les compagnies qui les fabriquent et qui vous les vendent, avec tout ce qu'elles savaient comme cochonnerie qu'elles mettaient dedans, vont être obligées de payer, de verser plusieurs milliards, 4 milliards et demi aux Québécois qui ont fumé et qui ont développé des dépendances, 6 milliards et demi au gouvernement aussi du Québec qui a dû payer pour les soins de santé reliés, entre autres au cancer du poumon. Vous savez que le gouvernement du Québec avait évalué que ça coûtait plus de 50 milliards à ce jour, les dégâts causés par la cigarette. Et être fumeur aujourd'hui, là, je pense pas que ça soit tellement un choix. Je pense que c'est tellement difficile d'arrêter parce que c'est encore quelque chose où il y a tellement de dépendance reliée à la cigarette. C'est terrible. Mais il y a aussi tous ces gens qu'on a oubliés. Et ce sont ceux qui ont le cancer du poumon et qui n'ont jamais fumé. Puis ça, il y en a des gens qui ont développé le cancer du poumon parce qu'il y a eu de la fumée secondaire autour d'eux. On les appelle les fumeurs secondaires, mais ils n'ont jamais fumé. Et je pense que c'est important de rappeler que le cancer du poumon frappe sans distinction, mais surtout de plus en plus jeune. Ce cancer-là est le cancer qui touche le plus au Canada, au pays, là, tout genre confondu, que vous soyez un homme, une femme, c'est la première cause de mortalité par cancer. Et sincèrement, il y a une espèce de tabou, parce qu'on dit cancer du poumon, ça doit être quelqu'un qui a fumé sa vie, et on a moins d'empathie. Mais sincèrement, l'histoire de ma prochaine invitée va vous troubler profondément, parce que Catherine Laplante a 43 ans aujourd'hui. Elle est atteinte d'un cancer du poumon de stade 4 depuis 2 ans. C'est une mère de famille aussi, 2 jeunes garçons de 14 et 19 ans, un conjoint. Et elle veut un peu brasser les choses. Catherine, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Parce que vous dites, d'abord, votre témoignage, vous m'avez écrit, puis j'ai trouvé que c'était tellement puissant. Vous dites, on est vraiment oubliés, nous, et il faut sonner l'alarme. Il y a des cas de cancer de plus en plus jeunes. Vous avez d'ailleurs dressé une liste de noms, et c'est incroyable, le nombre de cas de jeunes Québécois, Québécoises. Quand on dit jeunes, c'est des 50 ans et moins, 40 ans et moins. Vous en êtes la preuve vous-même que le cancer arrive dans la vie comme ça sans s'y attendre. Racontez-moi d'abord, vous, comment vous avez su que vous aviez le cancer du poumon stade 4? En fait, moi, ça a commencé en 2022. Au mois de juillet, je commençais à avoir une petite douleur, là, vraiment au niveau des côtes. Rien d'alarmant. Je pensais que c'était parce que je m'entraînais beaucoup, je faisais beaucoup de yoga. Vous êtes en forme. J'étais en top shape. Là. J'avais, comme on dit, le six-pack. Là. J'étais comme vraiment, vraiment super en forme, avec un cardio d'enfer. Donc, je me disais, je me suis blessée. Je me suis blessée peut-être en faisant des abdominaux. Je suis allée voir mon médecin, puis lui non plus, là, jamais qu'il aurait soupçonné quoi que ce soit. Il dit, veux-tu faire une radiographie de tes côtes? Je suis comme, ben non, je pense pas que j'ai une fracture. Ça, c'est peut-être juste musculaire. Donc, je suis partie de là avec des médicaments contre la douleur, puis des relaxants musculaires. Ensuite, à peu près un mois plus tard, ça partait pas, puis ça s'amplifiait, là. Alors, j'ai consulté de nouveau. Je suis allée dans une autre clinique parce que c'était l'été, puis c'était difficile d'avoir accès à un médecin. Oui. On m'a passé une échographie. Pas juste l'été, mais disons que l'été, c'est ça, c'est un autre sujet, exactement. Donc, je suis allée dans une autre clinique plus privée, puis on m'a fait passer une échographie. Puis là, quand j'ai passé mon échographie, la radiologue, elle me regardait, puis là, je voyais là, que non, ça n'allait pas, là, il y avait quelque chose, là. Elle prenait des photos, elle prenait plein de photos, puis... on a dit ça quand ils font ça, là. Puis à ce moment-là, c'est ça, elle me regardait, puis... Mais elle ne pouvait pas rien dire pour le moment, tu sais, elle n'était pas certaine de rien. Alors, elle a dit, ben va attendre dans la salle d'attente. Puis là, elle est revenue avec un papier, puis elle a dit, là, tu t'en vas à l'urgence, la plus proche. À ce moment-là, j'étais à Laval, donc je suis allée à Laval. À la Cité de la Santé. À la Cité de la Santé avec mon papier.
Puis, ben c'est là qu'il Mais on était... vous avait toujours pas dit ce que vous aviez? Non. Ben on savait pas à ce moment-là du tout. Donc, je suis passée go, là. Tu sais, j'ai eu mon ticket pour l'urgence, là. Ça a pas pris 2 secondes que j'ai été hospitalisée. Ils m'ont fait passer tous les tests, des prises de sang, des scans, n'importe quoi. Ils ont dit, tu as 2 litres d'eau sur ton poumon droit. Mais là, OK, mais pourquoi? Tu sais, c'est une blessure ou... Ben, je pense que c'est un cancer. Là, je me fais lancer ça comme ça, là. En plein milieu de la nuit, j'ai pas dormi depuis je sais pas combien de temps. Eux, ils sont certains que c'est un cancer, tu sais, puis ils me disent ça comme ça. Là, à ce moment-là, ben, je suis un peu sous choc. Puis, c'est ça, à ce moment-là, on dit, on va te monter à l'étage, puis on va t'enlever ton eau que tu as sur ton poumon, etc. Mais le stade 4 est arrivé quand, ça? Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Le stade 4, c'est quelque chose, là, Catherine? Oui. En fait, là, je suis sortie de l'hôpital 10 jours plus tard, puis ils m'ont dit, dans 1 mois, tu vas voir un oncologue. 1 mois? 1 mois, oui. Parce que on n'avait pas tous les résultats à ce moment-là. On avait seulement le liquide qui avait prélevé, qui avait des cellules qui étaient malignes. Donc, à ce moment-là, ils savaient que c'était un cancer, mais ils ne savaient pas si c'était un cancer des ovaires, un cancer du sein, un cancer du poumon. Il n'y avait aucune idée. Parce que c'est difficile à distinguer. Des fois, ça peut être des métastases ou... Mais est-ce que vous estimez avoir bien été prise en charge à partir du moment où ils ont vu là, que vous aviez un cancer, même s'ils ne savaient pas trop? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, vous estimez que c'est devenu une priorité pour les soignants? Je trouve ou c'était que... prends un autre ticket puis attends un mois? Oui, moi, je trouve que c'était infernal là, d'attendre 1 mois. Là. 1 mois sans savoir, premièrement, c'est un cancer de quoi? Deuxièmement, tu donnes du lousse au cancer. Oui, exactement. Tu lui donnes beaucoup de cordes. Là. Oui, là, pendant ce mois-là, moi, j'étais convaincue que ça s'en allait partout, là, que des fois, j'appelais là-bas, je disais, est-ce que vous pouvez me donner un rendez-vous plus rapide, là, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai l'impression que ça s'en va partout dans mon corps, là, on mais sait pas. Qu'est-ce qu'on vous disait? Ben non, c'est ça, on n'a pas reçu les tests, on n'a pas reçu les résultats. Tu sais, c'est toujours de l'attente. C'est ça qui me fascine. Ouais. Combien ça prend de temps à avoir des résultats? 1 mois. 1 mois quand c'est grave, là. Quand c'est grave. Incroyable. Mais quand c'est pas grave, ça peut aller à 4 mois, 5 mois. Ça peut être très long, là. Mais dans mon cas, habituellement, avoir mes résultats, ça prend environ 1 mois. Et là, donc, on vous dit stade 4? Là, à ce moment-là, mon médecin me rencontre et me dit, on a confirmé que c'est vraiment un cancer du poumon, un adénocarcinome. Puis, il m'a jamais dit que c'était un stade 4. Jamais. C'est ça que j'ai trouvé bizarre. Il m'a donné une feuille de papier, puis il a coché dessus stade 4. Puis, je suis partie faire une prise. Il a dit, là, il va falloir que tu ailles faire une prise de sang pour savoir si tu as des mutations génétiques. Puis là, je suis rentrée dans mon auto, puis là, j'ai vu ça, stade 4. Mais lui, d'emblée, il me l'a jamais dit. Il me l'a jamais dit. Il a dit c'est un cancer avancé, mais on l'a pris à temps. Mais jamais il m'a dit stade 4, jamais. Mais je l'ai découvert. Ouais. Puis je l'ai découvert, moi, dans mon auto. J'ai un petit peu paniqué, là, à ce moment-là. Oh, mon Dieu. Ouais. Fait que ça a été un bout qui était quand même difficile parce que, tu sais, s'il m'avait dit stade 4, j'aurais peut-être posé plus de questions à ce moment-là. Aviez-vous l'impression qu'il ne savait pas comment vous le dire? Oui. Je pense qu'il était mal à l'aise. Je pense qu'il était pas... je sais pas. C'était un jeune médecin. Puis, ben, c'est pour ça que maintenant, je suis plus à cet endroit-là. Ouais, j'ai changé d'hôpital. Ça, c'était la Cité de la Santé? Oui, exactement. Et là, vous êtes où maintenant? Au CHUM. Voilà. Ouais. Et vous êtes prise en charge par... Dr Blais. Voilà, qui est d'ailleurs avec nous, Dr Normand Blais, qui est président de l'Association des hématologues et oncologues du Québec. Il est également votre oncologue, oui. Catherine Laplante. Bonjour, Dr Blais. Bonjour, Mme Maréchal. Merci. Bonjour, Catherine. Merci. Allô, je prenais une gorgée d'eau. Merci beaucoup de prendre le temps, Dr Blais. Je sais que vous êtes très, très, très occupé, puis je ne veux pas prendre de temps aux patients là, qui ont vraiment besoin de votre aide. Mais le témoignage de Catherine est tellement fort parce qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens de Québécois, Québécoises qui développent un cancer du poumon
jeunes, c'est-à-dire même avant 40 ans. Catherine l'a su à l'âge de 41 ans, mais il y a des gens là, qui en ont beaucoup plus jeunes que ça même. Comment vous pouvez... Est-ce qu'on peut expliquer d'où ça vient? Comment ça se fait qu'il y a des cas de cancer prématuré comme ça du poumon, Dr. Blais? Je commencerai par dire qu'il y a 10 ou 15 ans, on n'avait pas les outils diagnostiques qu'on a maintenant. Donc, tous les gens qui avaient un cancer du poumon il y a une quinzaine d'années, on disait, si vous n'avez pas fumé, vous avez sûrement été exposé à la cigarette quand vous étiez plus jeune. Puis c'est quand même la cigarette qui cause le cancer, que ce soit primaire ou secondaire, comme vous l'avez expliqué. Oui. Maintenant, les outils moléculaires nous permettent de savoir qu'il y a des cancers du poumon qui ressemblent exactement à tous les autres cancers du poumon quand on les regarde au microscope. Mais quand on les regarde au niveau de la génétique, ils sont causés par des mutations complètement différentes. Puis on est capable maintenant de savoir qu'il y a des cancers du poumon qui n'ont rien à voir avec la cigarette, qui n'ont rien à voir avec les dommages causés par la cigarette qu'on voit habituellement, puis qui sont une autre maladie différente. Donc, c'est une maladie qui est déguisée avec une coquille de cancer du poumon, mais c'est un autre type de cancer qui est quand même un cancer du poumon, mais qui n'a pas la même biologie qu'un cancer du poumon d'un fumeur. Donc, c'est une maladie différente, puis il faut les traiter différemment. Puis maintenant, on a les outils, quand on appelle ça de la biologie moléculaire, donc on teste les gènes, l'ADN de la tumeur, puis on est capable d'identifier ces cancers-là qui sont différents des autres, puis souvent, on peut les traiter différemment aussi. C'est le genre de cancer que vous voyez de plus en plus, vous diriez, Dr. Blais? Et là, maintenant, on est capable de les reconnaître parce qu'avant, on les avait, mais on savait pas. Donc, on mettait tout le monde dans la même famille. On disait tout que c'est un cancer du poumon, puis on les traitait de la même façon. Là, maintenant, on est capable de dire, vous, votre cancer, c'est un cancer qui s'apparente à un cancer qui n'est pas relié à la cigarette. Puis même, il y a des gens qui ont fumé. Il y a des jeunes personnes qui ont fumé ou il y a des personnes même plus âgées qui ont fumé puis qui développent ce type de cancer-là. Puis on sait que c'est pas la cigarette dans leur cas. C'est vraiment ils ont développé la même maladie que ceux qui n'ont jamais fumé. Puis, encore une fois, on a des traitements spécifiques pour ces maladies-là la plupart du temps. Ouais. Depuis les derniers jours, là, il y a comme beaucoup d'histoires dans l'actualité de cas de Québécois et de Québécoises là, qui se plaignent du mauvais traitement, de la lenteur dans le traitement de leur cancer. Puis c'est quand même pas une petite verrue, là, c'est pas rien. Là. C'est quand on a le cancer, quand on a un diagnostic de cancer, surtout que là, vous nous expliquez que les cancers eux-mêmes, s'ils se mettent à muter, ça va être quelque chose plus tard. Et malheureusement, je pense que vous le reconnaissez vous-même, vous le dites parce que vous dénoncez certaines choses comme président de l'Association des hématologues et oncologues du Québec. Vous le dites, le système de santé est comme plus capable de répondre à l'augmentation des besoins. Oui, tout à fait. On est pris dans une avalanche de maladies. Puis il faut dire aussi que la bonne nouvelle, c'est que les patients qui ont un cancer avancé, puis des cancers de stade 4, vivent beaucoup, beaucoup plus longtemps qu'autrefois. Dans certains cas, on double, on triple, on quadruple l'espérance de vie des patients avec les traitements qui existent. Moi, ça me donne la pression additionnelle de beaucoup plus de patients à suivre pendant beaucoup plus de temps. Donc, c'est une avalanche de patients qu'on a à soigner, puis ça rend ça très difficile. Moi, je le vis sur une base quotidienne, puis pour essayer de donner le meilleur de soi à tout le monde, ça devient très, très exigeant. Oui, il y a beaucoup de commentaires de gens. Il y a Patrick qui dit que ses parents étaient 2 cheminées, donc ils fumaient beaucoup les parents. Mais il dit, ma sœur est décédée à 53 ans, ce qui est jeune. Pourtant, elle n'a jamais fumé. C'est Patrick qui nous écrit ça de Saint-Jean-sur-Richelieu. Quelqu'un de Québec qui dit, je suis bénévole en soins palliatifs au privé depuis plusieurs années et il travaille dans une maison justement où il y a 16 chambres. De plus en plus de jeunes, 50 ans et moins, qui ont le cancer. 2-3 jeunes en soins palliatifs régulièrement, là, chaque semaine. Des jeunes donc de 50 ans et moins. C'est fou, là. Et vous parliez des traitements. Dans le cas de Catherine et dans le cas de sans doute d'autres patients que vous voyez, Dr. Blais, il y a quand même des traitements aujourd'hui, des médicaments, entre autres. Catherine, vous en avez bénéficié. Bon, il y a eu un enjeu de résistance et tout, mais il a fallu que vous vous battiez
heureusement que vous avez le docteur Blais, je Oui, pense qu'il le est pas meilleur. mal outillé pour se battre, mais quand même, docteur Blais, vous êtes comme médecin spécialiste, obligé de vous battre pour que l'assureur couvre ce genre de médicaments. Bon, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Comment ça se fait que quand on a des médicaments, il faut se battre pour avoir accès à ces médicaments? Je laisserai peut-être à une autre émission le sujet de l'approbation des médicaments au Canada, puis le remboursement public des médicaments au Québec. C'est très, très, très complexe. Puis ça demande des évaluations rigoureuses, puis les gens du gouvernement vous diront qu'on ne peut pas payer pour tous les médicaments qui existent au monde sans avoir vraiment discuté du prix, puis faire des négociations avec les compagnies qui nous vendent ces traitements-là. Donc, c'est rendu archi complexe, puis malheureusement, c'est devenu très, très lent. Donc, nous, on est au courant de médicaments qui changent la vie des gens, mais le temps que ça prend pour que ça soit remboursé par le système public, des fois, ça prend jusqu'à 2 ans plus tard. Donc, nous, on a cette mine d'informations-là qu'on connaît pendant 2 ans de temps, mais qu'on ne peut pas appliquer. Puis moi, bien sûr, comme médecin, je vais devoir informer mes patients que ça existe. Mais après ça, une fois qu'on les informe que ça existe, le problème, c'est de trouver un accès. Puis des fois, on arrive à trouver un accès, puis des fois, c'est plus compliqué. Et c'est très juste ce que vous dites, Dr Blais, et c'est malheureux de vous entendre dire que vous êtes au courant de médicaments qui pourraient prolonger la vie de vos patients. Et Catherine, vous-même, vous le dites, si vous n'aviez pas eu accès à certaines... comme là, par exemple, vous avez eu un médicament, c'est une thérapie ciblée, c'est ça, par perfusion, en combinaison avec la chimiothérapie, une fois par semaine. Oui. Vous êtes toujours là-dessus? Au départ, j'avais une thérapie ciblée que j'ai développé une résistance. J'ai eu ce médicament-là pendant 2 ans. Maintenant, on a changé de médicament avec une combinaison de chimiothérapie, une nouvelle thérapie ciblée qui est, faite sur mesure pour mon cancer à moi, parce que c'est ça qu'il faut penser, c'est que chaque traitement, chaque patient a besoin d'un traitement personnalisé. C'est ça. Puis le gouvernement, il ne peut pas approuver un médicament. Eux autres, c'est plus global, un genre de one size fit all pour les médicaments, mais c'est pas comme ça qu'on guérit nos types de cancers qui sont des mutations. Et d'ailleurs, vous avez amené votre dossier même à l'Assemblée nationale, en fait, un député qui vous a répondu quelque chose d'atroce quand on a un cancer de stade 4. Exact. Moi, j'ai demandé de l'aide au gouvernement parce que j'avais vraiment besoin de ce médicament-là pour me sauver. Puis d'ailleurs, si j'avais pas ce médicament-là, en ce moment, peut-être je serais même pas ici en train de vous parler parce que ma santé commençait vraiment à se dégrader. Donc, j'ai écrit à ma députée. À ce moment-là, c'était M. Fitzgibbon. C'est la journée qui a quitté, exactement cette journée-là. Mais c'est pas grave, on m'a pris en charge. On a soumis mon dossier à l'Assemblée nationale. Puis, on m'est revenu pour me dire que le médicament que je veux, que j'ai besoin, en fait, il sera probablement approuvé en début de 2025. Donc, 2025, elle me dit peut-être janvier, février ou mars. Mais la maladie, elle n'attend pas, là. C'est dans 6 mois, ça? C'est ça. La maladie, il faut la traiter maintenant. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre jusqu'à ce moment-là. Je trouve ça vraiment déplorable. Fait que là, vous faites quoi, là? Là, vous avez ce traitement-là? Oui, j'ai mon traitement. Et vous souhaitez être opéré aux États-Unis, c'est ça? Il y a un potentiel d'opération possible aux États-Unis? Je fais des recherches. Je sais qu'aux États-Unis, opère les stades 4. Je sais qu'au Québec, je pense pas qu'ils opèrent les stades 4. Le docteur Blais pourrait peut-être confirmer ça. Là. Mais aux États-Unis, ils le font. Maintenant, c'est nouveau quand même. Puis il y a des études qui démontrent qu'en opérant des gens de cancer avancé, bien, ça va augmenter l'espérance de vie de ces gens-là. Docteur Normand Blais, vous êtes le président de l'Association des hématologues et oncologues du Québec. Est-ce que les Québécois qui ont le cancer sont moins bien soignés ici qu'aux États-Unis, qu'en Ontario, qu'ailleurs? Il y a des variantes, je dirais. Là. Moi, je pense qu'on a un système de santé qui est excellent au Québec. Je pense qu'on a un problème d'enjeu d'accès. On a un problème d'enjeu des plateformes techniques, la radiologie, la pathologie, les laboratoires. Donc, il y a des lenteurs dans le système qui font qu'il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas. Aux États-Unis, il y a
de plus en plus de difficultés d'accès aux soins parce que les problèmes qu'on vit au Québec sont pas spécifiques au Québec. On les vit dans les autres provinces maintenant, on le vit en Europe. J'ai des collègues en France qui me disent qu'ils ont exactement les mêmes problèmes d'accès au système parce que tout devient lourd, là, l'avalanche, c'est pas juste au Québec. Puis aux États-Unis, il y a un problème variable d'accès aux soins qui est relié au type d'assurance qu'on a. Donc, si on a une assurance platine, on va avoir des soins excellents. Si on a de l'argent à pu finir, on peut avoir tous les soins qu'on veut, puis on peut avoir des soins complètement inappropriés parce que les hôpitaux vont accepter de faire des soins un peu extraordinaires si quelqu'un a les moyens de le payer. Ça ne veut pas dire que c'est des bons soins, mais ça veut dire que si on a 200 000 $ à faire pour une opération, ils vont la faire, dans la limite où c'est acceptable. Si vous aviez un proche, Dr. Blais, qui avait le cancer du poumon, vous iriez le faire soigner où? Si j'avais un proche, heureusement pour mon proche, vous êtes là. j'ai un accès privilégié au système qui ferait en sorte que je serais capable de l'aider davantage. Donc, je serais tout à fait à l'aise de le traiter au Québec. Puis, ce qui change, c'est que dans des grandes villes comme New York ou à Houston, au Texas, il y a des grands centres de cancer où il y a beaucoup, beaucoup de protocoles de recherche. Nous, au niveau de la recherche au Québec, on est limité parce que on a une population qui est plus petite. On ne peut pas avoir 52 études pour le cancer du poumon. On en a quelques-unes, c'est les meilleures. Donc, ça donne accès à des patients à des traitements nouveaux, des traitements expérimentaux, mais il faut se rappeler que la recherche, c'est pour des traitements qu'on ne connaît pas encore l'efficacité. Oui, et je pense que c'est pour ça, Dr. Blais, que vous avez initié en 2010 le défi Respire pour amasser des fonds pour l'oncologie thoracique au CHUM, justement pour encourager l'éducation des médecins et favoriser la recherche aussi dans votre discipline. Je pense que c'est pour ça. Hein? Tout à fait. Bien, merci d'en parler. C'était la semaine dernière. Là, on a fait une course au Parc La Fontaine pour souligner l'événement. Mais oui, la recherche, c'est un enjeu qui est très, très important pour le Québec. Moi, en tant que président de l'association, là, c'est une des grandes priorités que j'ai de favoriser la recherche puis de développer ça au Québec. Là, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour rendre la recherche plus facile puis plus accessible pour tous les patients dans tous les centres où on traite le cancer au Québec. Là. C'est vraiment important. Est-ce que, bon, évidemment, c'est toujours délicat de parler de... Mais elle est ici à côté de moi, donc j'ai son accord, puis c'est un peu pour ça que vous m'aviez écrit, Catherine Laplante, vous souhaitez qu'on enlève toute trace de votre cancer, bien sûr, comme toute personne qui a le cancer, puis vous dites, pourquoi on pourrait pas m'opérer? Est-ce que, Dr. Blais, c'est possible est-ce que c'est possible que Catherine soit opérée au CHUM? Là, vous me demandez de parler d'un cas spécifique, puis je vais demander à Catherine qu'on discute de sang privé. Mais c'est pas vrai qu'on n'opère pas de cancer du poumon stade 4 au Québec. C'est qu'il y a des cas qui sont plus faciles à opérer que d'autres. Puis dans des circonstances où on pense qu'on peut enlever la maladie de façon complète, il y a des chirurgiens d'excellente qualité qui peuvent faire ce genre de chirurgie-là. Puis nos chirurgiens sont du niveau international. Donc, il n'y a pas des chirurgiens de moins bonne qualité au Québec qu'ailleurs. Donc, on est capable, dans certains cas, de pouvoir opérer des maladies. Puis, dans certaines circonstances, la chirurgie, la radiothérapie, ça peut être approprié tout à fait là, pour Catherine ou pour d'autres patients qui ont des maladies similaires. Oui, elle est bien chanceuse de vous avoir comme médecin, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis là, on parle du cancer du poumon, mais les cancers en général, les gens sont devenus très, très, très inquiets. Déjà qu'on a l'impression qu'on est moins bien traité au public qu'au privé. Vous avez sans doute vu le dernier sondage où les Québécois vont payer. D'ailleurs, Catherine, vous-même, tout à l'heure, vous racontiez que c'est pas au public là, qu'on a trouvé votre problème, c'est au privé. C'est au privé, oui. Donc, ça renforce ce sentiment-là. Dr. Blais, est-ce que vous pouvez nous rassurer d'une certaine façon? Ou juste nous dire ce qu'il y en est, parce que quand les gens sont inquiets, je pense à Marie-Claude qui était dans les pages du Journal de Montréal dernièrement, qu'elle aussi, là, on y a découvert un cancer. Mais son médecin de famille, lui, il n'en voyait pas de problème, puis il refusait qu'elle ait accès à des tests. Elle a fini par avoir un IRM elle-même parce qu'elle a été suivie pour autre chose. Fait qu'elle a dit, by the way, pouvez-vous, s'il vous plaît? Puis, faut forcer, là. Aujourd'hui, là, mais quelqu'un qui est un peu timide, qui est pas habitué, qui a pas la force aussi, des fois, on n'est pas bien. C'est toute une expérience, là. Ouais. Vous mettez vraiment le doigt sur le bobo. Il y a un problème d'accès, puis d'avoir accès à un médecin ou à une image
c'est compliqué. Puis quand on pense qu'on a un problème, il faut utiliser toutes les portes qu'on a. Puis Catherine a beaucoup de ressources, donc elle a réussi à trouver rapidement une solution à son problème. Mais il y a des gens qui sont plus gênés, qui n'ont pas accès à des amis ou à des connaissances qui peuvent les aider. Ça rend vraiment ça plus difficile. Mais moi, j'encourage tout le monde qui ont des convictions par rapport à des symptômes qu'ils ont, d'aller au bout de leurs convictions puis d'aller cogner à toutes les portes possibles pour trouver une solution. C'est malheureusement la meilleure façon d'arriver à un diagnostic là, dans les temps actuels. Ouais, merci beaucoup, Dr Normand Blais. Je vous laisse retourner à vos patients. Merci de votre travail, président de l'Association des hématologues et oncologues du Québec. Il est également votre oncologue, Catherine. Oui. Vous avez créé une page Facebook avec des jeunes Québécois qui sont en forme, qui ont pourtant le cancer du poumon, qui comprennent rien parce qu'ils n'ont jamais fumé, puis ils font des demi-marathons. Je suis sûre qu'il y en a là-dedans qui font ça, qui se disent, voyons, comme vous. Exact. Et là, depuis une semaine, vous avez eu 25 nouvelles inscriptions de gens qui sont dans votre situation. Oui. C'est terrible. Exactement. Comment ça s'appelle? Respirons ensemble Québec. C'est le nom de la page. Si vous voulez aller encourager ce groupe-là, c'est vraiment terrible. Mais au moins, bravo de parler au nom des gens, de témoigner, parce que ça permet, je pense qu'on est écouté aussi. Il faut rappeler qu'il y a des cancers qu'on oublie. Il faut lever le tabou encore sur certaines maladies, celui-là, entre autres. C'est pas vrai que tout le monde a fumé sa vie, là. Au contraire, vous êtes Puis je vous souhaite tellement de bon courage. Merci. Ouais. Et pour ceux qui nous regardent sur Cube Télé, on vous voit ici avec vos enfants, votre conjoint, 2 beaux grands garçons. On vous souhaite tout le meilleur, Catherine. Merci beaucoup, Isabelle. On va prendre de vos nouvelles. Merci. Vraiment. Et merci beaucoup d'être venue nous parler. Ça m'a fait plaisir. Vraiment.